Me lancer dans la mise en place d'une solution de data quality. En quoi consiste cette solution que nous avons mise en place? Quelle est la logique des algorithmes qui tournent derrière? Et on conclura tout ça avec une présentation et quelques références clients et retours clients de notre expérience. Donc pour commencer sur la partie contexte et enjeux, pourquoi on a voulu mettre en place une solution de data quality? En fait, ça vient de 3 points. Tout d'abord, comme vous avez pu le voir, avec l'extension de la donnée ces dernières années, les entreprises se sont mis à collecter de plus en plus de données et tout d'abord à l'analyser un peu, brique par brique. Et puis, ces derniers temps, on a vu en fait une vraie volonté au sein des entreprises de croiser ces données puisque plus on croise les données, plus celles-ci sont riches et donc d'avoir une vision 360° de l'ensemble de ces données. Mais qui dit, croiser les données parle aussi de problèmes de consolidation de ces données, les sources n'étant pas toujours cohérentes les unes avec les autres et donc de problèmes de qualité de la donnée. Le deuxième point qui nous a décidé à nous lancer sur ce sujet, c'est que cette donnée, elle n'est pas juste, croisée pour être croisée, elle sert à de la prise de décision. On a beaucoup d'outils d'aide à la décision de nos jours qui sont basés sur cette donnée. Qui dit données de mauvaise qualité dit décision, potentiellement, avec, des mauvais impacts et donc il est important d'avoir une qualité de bonnes données, une bonne qualité de données si on souhaite, prendre de bonnes décisions. Enfin, on est dans une ère où on veut, tout, tout de suite et donc nos décisions étant prises de plus en plus rapidement, il est nécessaire de vérifier que cette donnée reste, de qualité dans le temps et ce, à des stades réguliers, potentiellement tous les jours, toutes les heures et donc avoir un outil qui permet d'étudier la qualité de la donnée dans des temps courts est devenu, presque, une nécessité. Notre perception de la qualité de la donnée, c'est que, elle est à la perception qu'on en a, en tout cas, est souvent biaisée. On va souvent penser à certaines choses quand on parle de qualité de la donnée. Tout d'abord, on va penser à tout ce qui est valeur manquante, à tout ce qui est doublon, problème de formatage de champs et il y a souvent tout un pan de la qualité de la donnée qui est moins maîtrisé ou auquel on pense moins et qui va être, constitué de tout ce qui est erreur de cohérence de données, donc des données qui sont potentiellement, cohérentes quand on les regarde seule à seule, mais quand on les croise entre différentes bases ou entre différents champs qui deviennent incohérentes et ces problèmes de données sont souvent, passés sous le tapis, on va dire, parce que seuls des experts qui ont la maîtrise complète de leur métier et de leurs données peuvent les détecter et donc c'est en partie pour ça aussi qu'on s'est placé sur ce créneau, puisque l'idée, c'est de venir en renfort des métiers et de les aider et de leur fournir un outil pouvant, accélérer, leur travail. Donc quand on parle d'approche traditionnelle de la data quality, comment ça fonctionne? En fait, en général, dans pas mal d'entreprises, on va avoir un métier qui va définir un certain nombre de règles, qui va les coder, les mettre en place manuellement dans ces systèmes et puis, ces règles, ben, forcément, il va falloir, les suivre et vérifier qu'elles évoluent bien en même temps que la donnée pour continuer d'avoir, une donnée stable et fiable. Le problème de cette approche, c'est que tout d'abord, définir toutes les règles qui font qu'une donnée est de bonne qualité, c'est très long. C'est difficile, bien évidemment, à maintenir dans le temps puisqu'il faut toujours être à l'affût des nouvelles erreurs qui peuvent apparaître au sein de nos données et ça nécessite du coup une implication, maximale de l'IT puisqu'il faut pouvoir, non seulement maintenir les règles existantes, mais pouvoir, les adapter ou les modifier en cas de nécessité. Du coup, si on se place dans un système classique, on va avoir un échantillon avec des erreurs et on va avoir un certain nombre de règles de gestion métier qui vont permettre de capter une partie ou bien, une erreur, parfois plusieurs, et donc on va avoir cette méthode itérative qui va détecter, petit à petit les erreurs.
L'approche que nous avons mise en place, dans le cadre de notre outil de data quality est un peu différente puisqu'en fait, elle se base sur des algorithmes d'intelligence artificielle et elle va pas, travailler de manière itérative en appliquant différentes règles de gestion. Elle va appliquer un ensemble d'algorithmes qui va chercher à détecter ce qui sort de l'ordinaire et ce qui pourrait présenter un risque d'erreur. Et une fois toutes ces erreurs identifiées, il est bien sûr possible d'ajouter, des règles métiers pour compléter, la solution. Mais l'idée, c'est que la grosse majorité des erreurs est détectée par des algorithmes sur des cas potentiellement à risque. Donc, nous allons maintenant passer à la présentation de notre solution. Donc, notre solution, d'abord, quel est son objectif et pour qui elle a été développée? Donc, notre solution, elle a été développée pour des profils de type data manager, data steward, c'est-à-dire des personnes qui ont quand même une bonne connaissance de leur métier et de leurs données, puisqu'ils vont devoir manipuler justement des extractions qui vont leur montrer, oui, cette donnée est potentiellement en erreur et donc il faut quand même quelqu'un qui puisse maîtriser cette donnée. Ensuite, on va avoir 3 objectifs principaux. Le premier objectif, c'est d'avoir une vision complète de la data quality, c'est-à-dire qu'on va pouvoir la regarder sous différents prismes. Est-ce que ce champ que j'ai dans mes données, il est fiable ou est-ce que justement il est à risque, il y a beaucoup trop d'erreurs? Est-ce que cette ligne de données, par exemple, mon contrat, mon compteur, est fiable ou est-ce qu'il y a beaucoup d'erreurs? Ou est-ce que j'ai beaucoup de problèmes de champ vide? Est-ce que j'ai beaucoup de problèmes de cohérence de données entre, certaines de mes colonnes? L'idée, c'est vraiment de pouvoir analyser sa qualité de données, mais via différents axes. On a aussi pour objectif de pouvoir donner une vision de la donnée à différents niveaux, c'est-à-dire au niveau à la maille la plus fine, donc est-ce que, pour revenir à mon exemple de contrat, est-ce que ce contrat, présente des problèmes? Ou à la maille plus générale, est-ce que sur la globalité de mes données, j'ai une qualité de données, plutôt bonne? Ou, est-ce qu'au contraire, la qualité de ce jeu de données n'est pas, suffisante? Et enfin, le dernier objectif, c'est de pouvoir, donner des informations pour aider dans la correction des données et dans la priorisation des chantiers pour, justement savoir: «Oui, j'ai des erreurs potentiellement, certaines peu graves, d'autres plus importantes. Comment prioriser mes chantiers? Par quoi dois-je commencer?» Donc, comment on va procéder? En fait, l'approche de notre outil de data quality, ça va être d'analyser l'ensemble des données et de remonter des erreurs potentielles. Encore une fois, ce n'est pas nous qui allons pouvoir dire cette donnée est 100% risque d'erreur. Ça va souvent être se confirmer par une validation du métier qui a une connaissance des données. Mais nous allons du coup identifier une donnée qui sort du comportement normal. Donc là, sur notre exemple un peu simple, on va voir un point, tout seul, loin de tous les autres points, forcément, il va avoir une chance plus importante d'être en erreur et pour, représenter cette chance d'être en erreur, on va l'associer à un pourcentage de confiance qui représente en fait, la probabilité selon, nos algorithmes qu'il soit en erreur. Le deuxième axe, ça va être que, donc on va avoir nos algorithmes qui vont tourner, identifier des erreurs potentielles et les remonter avec une probabilité d'erreur. Et le deuxième pilier, ça va être justement un outil de visualisation qui va vous permettre d'analyser l'ensemble des erreurs qui ont été remontées, de les comprendre et de voir si potentiellement, cela fait sens ou pas d'avoir, ces erreurs. Donc tous nos résultats sont remontés via un outil de data visualisation qui est Power BI et dont vous aurez la démo, juste après. Enfin, la solution se base aussi sur, la volonté d'avoir une grande flexibilité qui se fait via le paramétrage. Donc notre outil est paramétrable par, type de champ, ce qui nous permet d'être à chaque fois au plus près, de la donnée et de s'ajuster au mieux aux données de chaque client.
D'autre part, on a aussi un module complémentaire qui permet de, gérer les faux positifs, c'est-à-dire qu'on va remonter des erreurs potentielles, que le métier va nous signaler que potentiellement ces erreurs n'étaient pas des erreurs et on va le prendre en compte dans la suite pour éviter de remonter plusieurs fois des erreurs qui n'en étaient pas. Pour conclure, on a aussi mis en place un module de suggestion de correction pour les erreurs détectées. C'est-à-dire que pour, l'ensemble des valeurs numériques, on va pouvoir vous proposer une estimation de la valeur qui aurait pu apparaître si, la variable n'avait pas été en erreur. Donc là, par exemple, notre petit point rouge, on va voir que, sa suggestion de correction, elle va être plus proche des autres points et donc, elle va nous sembler, en tout cas visuellement, moins choquante. Comment fonctionne la solution? Alors, notre solution, c'est une solution qui se met en place de manière itérative. En fait, initialement, on va se connecter à la source de données client. On va effectuer un premier filtrage d'un périmètre pertinent avec le client. Par exemple, est-ce que ça a du sens d'analyser tel ou tel champ? Est-ce que, tel croisement de données, ça pourrait avoir plus d'impact ou pas? On va essayer de définir un périmètre, puis on va lancer l'ensemble de nos algorithmes sur ce périmètre et après, de manière itérative, pendant 4 semaines, on va échanger avec le client pour calibrer au mieux les algorithmes pour qu'il, détecte, au mieux les erreurs du jeu de données client. Il faut savoir que cette solution étant très généraliste, elle peut vraiment s'appliquer à tout type de données et c'est sur cette phase de calibrage spécifique à chaque client qu'en fait, on va révéler la puissance de l'outil et le fait qu'il s'adapte à tous. Enfin, une fois cette phase itérative de calibrage terminée, on va pouvoir, valider le modèle et le mettre en production chez le client ou, dans notre cloud, privé Noventia. Quels algorithmes, avons-nous développés? Donc on va avoir plusieurs types de familles d'algorithmes qui sont mis en place, pour Data Quality. On va avoir des algorithmes de cohérence globale, c'est-à-dire qu'on va vraiment chercher, de manière générale, est-ce qu'il y a des problèmes? Alors ça va être, des algorithmes potentiellement sur un champ d'analyse. Donc par exemple ici pour des données numériques ou des données catégorielles. Les données numériques, on va essayer de repérer les points isolés, donc des valeurs un peu rares ou, pour les données catégorielles, de même, on va plus s'orienter sur le comptage des fréquences de chaque champ et faire remonter les valeurs, qui semblent anormales car elles apparaissent, très peu. On va aussi chercher à regarder la cohérence entre les champs en croisant les variables. Donc on va pouvoir croiser les variables de type catégoriel. Donc par exemple, est-ce que, j'ai des t-shirts rouges et des pantalons noirs ou est-ce que, non, les pantalons, ils sont toujours rouges et jamais noirs? On va encore une fois là regarder plutôt les fréquences et faire remonter les combinaisons qui, sont rares et qui potentiellement présenteraient un risque. Pour tout ce qui est, variables catégorielles et numériques, là, on va encore une fois croiser, les catégories avec les variables numériques, ce qui va nous permettre d'être plus précis sur notre détection des erreurs potentielles côté numérique, des erreurs qui auraient pu, par exemple, ne pas apparaître si on était resté uniquement sur le champ numérique. Enfin, on va pouvoir croiser des variables numériques, de 2 variables numériques à un nombre, assez important de variables numériques et là encore, on va chercher, les valeurs isolées. Une autre famille d'algorithmes qui a été développée pour la solution, c'est des algorithmes qui vont traiter de l'aspect temporel. Donc pour tout ce qui est données temporelles, là, on va avoir différents types, d'analyses. On va chercher les trous temporels. Donc les trous temporels, ce n'est pas avoir une valeur à nul, ça va être vraiment, j'ai mes relevés de compteur tous les jours et puis, dimanche, je n'ai pas eu de relevé de compteur. En soi, la ligne n'est pas absente, il n'y a pas de valeur nulle pour nous alerter, mais nous, on va analyser ça d'un point de vue temporel et donc remonter qu'il y a eu un souci. On a aussi des analyses de tendance, donc quand on va avoir un comportement qui se répète par période,
et on va identifier qu'on sort de cette tendance. On va avoir des analyses de valeurs hors normes, donc si une valeur explose un peu par rapport au reste des autres valeurs, on va le détecter. Et enfin, on va analyser la monotonie, donc on va essayer d'identifier sur les différents champs si ceux-ci ont tendance à être toujours croissants ou décroissants. Et quand la tendance va s'inverser, c'est-à-dire par exemple pour une valeur croissante que tout d'un coup ça décroît, on va pouvoir le remonter en erreur. Enfin, nous avons la possibilité de développer des modules spécifiques qui dépendent des besoins clients. Par exemple, par le passé, nous avons déjà eu l'occasion de développer un module de géocodage pour vérifier que des adresses étaient bien localisées par rapport à leur latitude, longitude, ou encore un module de conformité RGPD. La solution s'appuie donc sur différents piliers techniques. Tout d'abord, sa facilité de mise en place, puisqu'on va pouvoir s'intégrer dans différents environnements, que ce soit votre environnement sur le cloud ou si vous n'êtes pas sur le cloud, dans un environnement on-premise. Et dans le cas où vous ne souhaitez pas héberger la solution chez vous, on peut également la déployer sur notre cloud privatisé et sécurisé. Donc ce serait du cloud Azure. Pour le deuxième pilier technique, on est sur la flexibilité de personnalisation. Donc, je vous ai présenté un peu rapidement et vous verrez plus en détail la visualisation développée sous Power BI. Mais cette visualisation est aussi disponible sous Qlik et il est possible de la développer sous un autre outil si cela venait à devenir un besoin. Enfin, c'est une solution implémentée sous Python, ce qui veut dire qu'elle est facilement implémentable dans n'importe quel environnement. Et enfin, c'est une solution qui est scalable et qui a la capacité à traiter de grands volumes de données, tout d'abord en parallélisant le code, mais aussi parce qu'on a fait une adaptation, de ce développement en Spark, donc qui permet de vraiment, distribuer les calculs et donc, travailler sur des plus gros volumes de données. On va donc passer à la démonstration. Merci Anne-Sara. Ok, donc là, comme on l'a dit, on a des algorithmes qui vont tourner pour détecter les erreurs. Et là, moi, je vous présente en fait ce qui va venir après ce que le client va voir, c'est-à-dire toute la partie de visualisation de ces erreurs-là. L'idée, c'est de fournir un outil qui va les aider à prendre des décisions et surtout à mener des actions. Les premières décisions qu'ils vont prendre, ça va être sous quel axe, enfin, avoir un constat global de leur data quality, et ça va leur donner des pistes sous quel axe attaquer justement les chantiers data quality et quelles actions mener par la suite. Donc l'idée de l'application, c'est qu'elle est développée euh, pour avoir un effet d'entonnoir. Donc on part de cette première feuille qui est une feuille d'overview qui va présenter la data quality sous trois angles principaux qui sont les attributs en erreur. Donc là, ça va être les colonnes et on a des indicateurs sur, par exemple, le pourcentage d'attributs en erreur. Donc le pourcentage des colonnes qui vont comporter des erreurs. On va avoir aussi un KPI sur l'échantillon. Donc là, en fait, on est au niveau des lignes et on va dire voici le pourcentage de lignes qui sont en erreur. Et ici, sur les types d'erreurs, on a deux indicateurs principaux. Le premier qui est la dispersion des types d'erreurs. Donc ça va nous dire est-ce que nos erreurs sont très concentrées sur quelques types d'algorithmes ou est-ce qu'elles sont uniformément réparties à travers tous les types. Et ici, ça nous permet de visualiser la fréquence des erreurs en fait par type d'algorithme. Donc on voit ici effectivement que on a un, un indicateur de dispersion aux alentours de 25% et on voit qu'effectivement, bah, les erreurs sont majoritairement concentrées dans quelques types d'erreurs. Il y a aussi un volet ici de filtre qui est personnalisable, c'est-à-dire qu'en fonction des besoins métiers, on va aller rajouter des filtres. Par exemple, si on a un data steward ou un data manager qui, lui, travaille que sur les business units en France, on va rajouter ce filtre ici qui va permettre en fait d'actualiser tous les visuels sur ce périmètre-là et de ne pas avoir besoin de raffiner son analyse par la suite. Donc avec cette première feuille-là, déjà, on va pouvoir suivre la data quality dans le temps, c'est-à-dire qu'on va voir est-ce que nos actions qu'on va mener vont changer les valeurs de ces algorithmes-là, et donc si c'est des changements de process ou des corrections, etc. Et aussi, va dire, bon, ben, en fonction, là, je vois que j'ai beaucoup d'attributs en erreur, je vais peut-être aller creuser mes attributs, alors que si je vois que bah, j'ai
peu de lignes en erreur, il y a peut-être quelques lignes qui sont problématiques, et là, il va falloir aller regarder ce qu'on peut faire. Il y a aussi l'axe d'analyse de dire, bon, bah, sur mes types d'erreurs, je vois que là, par exemple, j'ai mes champs zéro qui représentent beaucoup, beaucoup d'erreurs. Bah, peut-être que c'est un chantier où je peux me pencher sur le type d'erreur avant de me pencher sur les colonnes ou sur les lignes. Donc voilà, ça, c'est un peu l'intuition qu'on va avoir avec cette première feuille. Ensuite, mettons qu'on décide que bah, là, je vais attaquer mon analyse par les attributs, en fonction de ce que j'ai vu ici. Donc, je vais aller sur l'onglet Attributs, et vous allez voir les trois onglets là que je vais vous présenter suivent la même logique d'analyse, c'est juste qu'on change à chaque fois l'axe. Donc là, on commence par une première matrice d'analyse des attributs, où il va y avoir deux axes principaux. On va croiser la probabilité d'erreur moyenne avec le pourcentage de l'échantillon en erreur. Donc intuitivement, on va vouloir plutôt se pencher vers la partie en haut à droite, c'est là où il y aura la plus grosse valeur ajoutée, parce qu'on va avoir une colonne qui contient beaucoup d'erreurs et qui a une probabilité d'erreur moyenne qui est très élevée. Donc on est pratiquement sûr que ça ressemble beaucoup à des erreurs. C'est des cas très très rares en tout cas. Il y a aussi une autre notion qui est rajoutée sur ce visuel, c'est la saturation de la couleur. Donc plus le point est foncé, plus ça veut dire qu'il y a des types d'erreurs différents. Donc là, ça va me donner une intuition. Bon, bah, est-ce que mon attribut, en plus d'avoir beaucoup d'erreurs et d'avoir une probabilité d'erreur élevée, est-ce qu'il y a beaucoup de types d'erreurs différents ou est-ce que c'est qu'une seule erreur? Par exemple, si je prends cet attribut-là, donc j'ai une colonne de business code et on voit qu'il y a 35% d'échantillons qui est en erreur, qui a une probabilité d'erreur de 99%. Donc déjà là, c'était une première, ça vous permet de vous donner une idée de est-ce qu'il y a des colonnes qui sortent du lot et qu'on peut attaquer un chantier sur ces colonnes-là. Ici, dans ce tableau, on retrouve essentiellement la même information, sauf que le fait que ce soit sous forme tabulaire, ça vous permet de pouvoir ordonner vos colonnes en fonction de ce que vous voulez voir. Si vous dites, bah, moi, je veux aller voir mes colonnes qui ont le pourcentage d'erreur le plus élevé, indépendamment du reste, je vais faire comme ça. Ou alors sur les probabilités d'erreur, ou encore sur les types d'erreurs. On va dire, bah, moi, je vais attaquer tout de suite les colonnes qui ont beaucoup de types d'erreurs. Comme ça va me permettre d'aller orienter mon chantier. Ici, nous avons un visuel qui est le type d'erreur, donc la fréquence des erreurs par type. Donc ça, on l'avait vu dans l'onglet précédent, mais on l'a rajouté ici parce que c'est logique de pouvoir mener son analyse là-dessus, notamment parce que Power BI est réactif. Si vous sélectionnez ici cette colonne-là, vous allez voir que la fréquence en fait, des erreurs en fonction du type pour cette colonne. Vous pouvez en sélectionner plusieurs, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez à la carte, ça vous permet de creuser. Vous pouvez aussi vous dire, bah, moi, en fait, je veux aller creuser mes erreurs de type champ zéro. Et là, vous allez voir toutes les colonnes qui sont concernées par ce type d'erreur. Ici, nous avons un tableau d'échantillons. Donc là, on va être sur la maille la plus fine. Et l'idée, ça va être vraiment d'aller visualiser ces erreurs. Donc quelqu'un qui a une connaissance métier va directement pouvoir aller regarder, OK, je veux voir la ligne pour comprendre. Donc ici, ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a une clé ici, là c'est une référence produit, mais en fait c'est une clé unique qui va permettre à la personne qui regarde d'aller identifier en base quelle est cette ligne, comment la retrouver. Ici, on a une probabilité d'erreur associée à la ligne et on voit ici attribut 1 qui correspond en fait à la colonne, on dit que c'est la colonne item gross weight avec la valeur correspondante et la deuxième colonne avec la valeur correspondante. Donc là, on est en train de dire, bah, cette combinaison-là, on pense que c'est une erreur. Tout de suite, le métier peut analyser en disant, bah oui, oui, effectivement, c'est une erreur ou non, ce n'était pas une erreur et engager des actions par la suite. Il y a aussi un module qu'on a rajouté à la demande qui était de pouvoir aller voir directement les combinaisons des attributs. Donc là, mettons que vous vous dites, OK, bah moi je sais que j'ai des combinaisons qui sont tout le temps problématiques, ou alors bah, j'ai mené un chantier sur ces combinaisons-là, il ne devrait plus avoir d'erreurs qui remontent, je vais aller le vérifier. Donc par exemple, si je sais que c'est des combinaisons catégorielles, je vais pouvoir aller chercher ici une première variable, ici une deuxième, et voir ce qui se passe. Donc là, on voit qu'on a une unité de longueur et une unité de poids, mais qu'il y a une unité qui est en impérial et une unité de mesure qui est en métrique. Donc effectivement, c'est logique que ça ressorte en erreur. Et on va avoir ici, sous la même logique que précédemment, un tableau détail qui va pouvoir permettre d'aller analyser, enfin identifier les lignes qui sont en erreur pour éventuellement les voir en base ou pouvoir faire des correctifs. Il y a aussi la possibilité d'exporter, par exemple, ce tableau pour le retravailler, pour l'envoyer à la personne appropriée, pour qu'elle puisse continuer l'analyse. Il y a la même fonctionnalité sur les combinaisons numériques, on va aller sur les catégorielles, la même fonctionnalité sur les combinaisons numériques et aussi sur les combinaisons catégorielles et numériques. Donc voilà, je ne redétaille pas parce que c'est la même logique, c'est juste que vous avez plusieurs types de combinaisons qui sont possibles.
Si on bascule maintenant sur les types d'erreurs, donc vous voyez que la présentation ressemble beaucoup parce que c'est la même logique derrière, sauf que là on change, on essaye d'analyser les types d'erreurs. Donc là, dans cette matrice, nous avons toujours la probabilité d'erreur et le pourcentage d'échantillons en erreur, sauf que maintenant, chaque point représente un type d'erreur. Donc encore une fois, quand on se situe en haut à droite, bah, c'est la plus forte valeur ajoutée parce que ça concerne beaucoup d'erreurs et il y a une probabilité d'erreur très élevée. Mais bon, ça peut vous permettre déjà d'avoir des constats rapides. Peut-être que vous dites, bah là, ces combinaisons catégorielles étranges, ça représente pas beaucoup une faible partie de l'échantillon. Et en plus, il y a une probabilité d'erreur qui est plutôt faible à comparer du reste. Donc bon, c'est pas quelque chose qu'on va attaquer tout de suite. Toujours sur les types d'erreurs, vous avez un tableau qui représente cette information-là. Et comme je l'ai dit précédemment, ça vous permet en fait essentiellement d'orienter en fonction de ce que vous voulez voir et de la façon dont vous voulez le voir. Ici, on retrouve tous les attributs en erreur, donc les colonnes, avec le nombre d'erreurs concernées. Donc par exemple, si je vais chercher une combinaison ici, on va voir que mon visuel s'affiche pour dire, OK, bon, bah, cette combinaison, ce type d'erreur-là, il est présent, il représente 79 erreurs dans cette colonne, 138 dans celle-là. Ça vous permet déjà d'aller comprendre ce qui se passe sur un type d'erreur. Si je vais sur champ 0, on va voir que bah, cette colonne-là, Business Unit Code, elle est très, très impactée par ce type d'erreur. Ici, toujours ce tableau d'échantillon qui s'ajuste en fonction de votre sélection, hein. Donc voilà, vous faites votre sélection et à la fin, vous avez un détail à la maille la plus fine pour pouvoir mener des actions. Si on bascule maintenant sur la partie échantillon, donc là, vous êtes vraiment à la maille la plus fine, vous êtes à la ligne. Donc chaque point représente une ligne et vous avez aussi la coloration qui va vous dire est-ce que ça concerne, enfin le nombre de types d'erreurs qui sont concernés. Donc là, bah, peut-être vous allez identifier, OK, bah, de, j'ai peu de lignes en erreur, mais j'en ai quelques-unes qui ressortent avec beaucoup de colonnes en erreur et une probabilité d'erreur très élevée. Donc, par exemple, dans des cas métiers, si on essaie de rapprocher d'un cas métier, ça peut être sur des relevés de compteurs, et ben on va voir qu'il y a quelques compteurs qui sont défectueux. C'est pas de la data quality au global sur un process ou quelque chose, ça va être plutôt sur des compteurs qui sont défectueux et on pourra les identifier comme ça. C'est aussi ce qu'on peut faire avec ce tableau qui est, comme les autres, on va pouvoir orienter, enfin ordonner en fonction du nombre d'erreurs, du nombre de types d'erreurs ou de la probabilité d'erreur. Et il y a aussi un petit outil de recherche, c'est que par exemple, là, ça pourrait être des numéros de compteur, des numéros de contrat. Vous savez que dans vos cas d'usage, il y a un compteur qui pose régulièrement problème ou quelqu'un qui connaît très bien le métier va dire, bah, on a fait des compteurs de test, on va aller voir comment ça remonte. Enfin, voilà. C'est ici que vous allez pouvoir aller taper directement votre recherche pour voir ce que vous voulez voir. On retrouve ce visuel sur les types d'erreurs qui va s'ajuster en fonction de ce qu'on regarde, donc je ne reviens pas dessus. Et on retrouve à la fin aussi ce tableau ici de détails sur les attributs. Donc là, si on revient un peu à travers tous ces onglets, l'idée c'est que le client ou les métiers, les gens qui sont plus proches de la donnée, en fait, puissent avoir facilement un outil de restitution des algorithmes, donc pour comprendre ce qui se passe et pour pouvoir mener des actions. Là, ça leur donne beaucoup de billes pour pouvoir aller creuser, orienter les chantiers, aller voir des cas très très précis, éventuellement faire de la rétroaction dans le sens qu'ils vont pouvoir dire à un data steward, par exemple, enfin un data steward va pouvoir dire un métier, bah, regarde ce périmètre spécifique-là, toi tu es spécialiste dessus, qu'est-ce que tu penses des erreurs? Est-ce qu'il y a des choses à changer au niveau des process? Est-ce qu'il y a des corrections à faire en base? Enfin, voilà, ça va initier toute une réflexion comme ça. Il y a toute une deuxième partie qui va être le suivi de data quality avec ces différents indicateurs. On va pouvoir voir si elle s'améliore ou pas. Donc ça, c'était la partie sur l'outil. Si j'avance un petit peu. Ok, ce sera pas long. Ok. Donc là, on va parler des retours d'expérience. Ça va vous donner un peu l'historique de comment s'est développée la solution, pourquoi la solution a été développée et comment elle a été développée. Donc, c'est parti d'un premier client qui était Materne, où en fait, il y avait un référentiel de produits qui comportait beaucoup d'erreurs. Il y avait beaucoup de colonnes.
pas énormément de lignes, mais beaucoup de colonnes. Et là, il y avait beaucoup d'erreurs. Eux, en interne, ils avaient commencé à mettre des règles métiers, à commencer à les appliquer. Ils se sont aperçus que c'était trop fastidieux, trop coûteux en temps. Enfin, il y avait beaucoup de choses à faire. Ça commençait à devenir une vraie usine à gaz. Et au niveau de la maintenance, ça allait avoir des coûts de maintenance trop élevés. Du coup, ils sont venus vers nous et nous, on a dit qu'on allait attaquer ce sujet-là par la data science avec tout ce qu'a présenté Anne-Sara, en s'affranchissant des règles métiers. Donc ça a été la base de notre solution, ce qui a entamé la réflexion. Donc on leur a fourni une version qui aura convenu, qui a répondu aux besoins métiers. On a continué de développer l'outil et là on leur a refourni une deuxième version avec des nouveaux algorithmes, des choses qu'ils n'avaient pas encore eu dans la première et qui répondent d'autant plus à leurs besoins. Donc ils nous ont fait confiance pour une deuxième version. Par la suite, nous avons aussi un client qui était Bedrock, donc qui fait partie du groupe M6. Donc ça va être tout ce qui va être la vidéo à la demande, le replay, etc. Et donc là, on était déjà sur une base où il y avait beaucoup plus de données, puisqu'on était sur des milliers de visionnages par jour avec quelques caractéristiques, enfin une cinquantaine de caractéristiques. Donc là, on a introduit la notion d'algorithme de série temporelle, où il n'y avait pas eu besoin, par exemple pour materne, il n'y avait pas ce besoin-là, mais là, c'était un nouveau besoin qui s'est développé. Donc en fonction d'un besoin réel métier, on a développé des algorithmes pour répondre à ces problématiques-là. Donc c'est pour montrer que la solution est en constante évolution et qu'il y a de plus en plus d'algorithmes qui se développent pour répondre à des besoins spécifiques. Enfin, un troisième client dont il faut parler, c'est Natixis, où là, nos algorithmes fonctionnaient bien. Si on est passé sur une volumétrie de données beaucoup plus importante. Là, on était sur 20 millions de mouvements par jour, avec plus de 300 caractéristiques. Donc ça nous a permis de développer la scalabilité de l'outil, et on a développé un Spark pour pouvoir gérer ce volume important de données et traiter ce flot de données vraiment énorme chaque jour et de plus en plus rapidement. Ok, ça, c'est d'autres cas d'usage avec qui on est en réflexion justement par rapport à leurs problématiques métiers, bien comprendre leurs problématiques métiers et voir avec eux comment notre solution peut répondre à leurs besoins. Donc, vous voyez que on couvre en fait différentes parties de l'industrie. Euh, notre solution s'adapte à plusieurs secteurs. Donc, ça peut être à la fois du bancaire, ça peut être comme on voit chez Enedis, fournisseur d'énergie, ça peut être chez Materne qui est du retail, etc. Voilà, ça s'affranchit en fait du secteur. Ok, donc là,